Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui va poursuivre la leçon sur les mobilités en France grand 2, l'organisation des réseaux de transport en France. Vous avez ici une photographie, une vue aérienne oblique du pôle d'échange multimodal de Toulouse-Blagnac. Je reviendrai tout à l'heure plus tard sur cette notion. Et donc on voit ici qu'il y a par exemple un terminal d'aéroport, ici donc une gare de tramway et ici des arrêts de bus. Vous pouvez d'ores et déjà, je pense, comprendre le sens du mot pôle d'échange multimodal. Alors commençons tout de suite cette partie. Donc grand A, d'abord, on va voir ensemble qu'il existe en France différents types de réseaux de transport. Il faut d'abord que l'on définisse ensemble ce qu'est un réseau de transport. Donc vous avez ici une définition qui n'est pas dans le manuel, donc il faut la récupérer maintenant. Un réseau de transport, en l'occurrence, c'est donc un ensemble d'axes, un ensemble de lignes, comme on peut le voir ici sur cette représentation simplifiée d'un réseau. Donc un ensemble d'axes, de lignes de transport, pour le coup, qui sont connectées entre elles, interconnectées, on le voit, par des nœuds qu'on va appeler des hubs, qui sont bien souvent d'ailleurs, en ce qui concerne les réseaux de transport, qui correspondent bien souvent donc aux grandes métropoles françaises, et notamment au centre-ville des grandes métropoles françaises, comme on le verra plus tard. Et donc le long de ces axes, le long de ces lignes, il y a des flux qui circulent, en l'occurrence pour ce qui nous intéresse ici, des flux humains, donc des mobilités. Alors maintenant, une petite mise en activité, donc je ne vous demande pas là forcément de travailler ces questions à l'écrit, mais j'aimerais que vous preniez le temps de regarder donc les cartes 1 et 2, page 226, donc cette carte-là et cette carte-ci, et donc de vous poser rapidement, là pendant quelques minutes, les deux questions suivantes. Quels sont les différents types de réseaux de transport représentés par chacune des deux cartes, et comment sont-ils organisés? Je vous laisse faire une petite pause, regarder les documents et relancer la vidéo quand ce sera fini. Alors concernant d'abord les réseaux de transport qui sont figurés par cette première carte, donc on voit ici deux types de réseaux de transport. On a d'abord les réseaux aériens, avec la présence ici des principaux aéroports français. On voit très clairement que ce sont les aéroports parisiens, celui de Roissy, Charles de Gaulle ici, et celui de Paris-Orly ici, qui accueille chaque année le plus grand nombre d'usagers des transports aériens en France. Vous avez ici figuré en ligne les principales liaisons aériennes, on va y revenir tout à l'heure. Et puis donc vous avez ici en violet les lignes de LGV, les lignes à grande vitesse, avec notamment ici donc des lignes en projet, en construction, notamment la ligne Bordeaux-Toulouse. Alors ce qu'on constate assez rapidement, c'est qu'on a un réseau ici de transport qui est totalement polarisé par Paris, ça veut dire centré sur Paris, ça veut dire organisé par Paris. On l'appelle en tous les cas ce type de réseau de transport un réseau en étoile, avec ici donc un centre duquel rayonnent différentes branches, que ce soit pour les principales liaisons aériennes ou pour donc les différentes lignes à grande vitesse que l'on trouve sur les territoires français. Et donc on voit très bien qu'en fait ces deux réseaux de transport consiste d'abord à relier Paris, la capitale française, aux principales métropoles de province que sont Bordeaux, Toulouse, Nantes, Marseille, Lille, Strasbourg, etc. etc. Depuis Paris, donc, ce qu'on va appeler les distances-temps, c'est-à-dire le rapport entre la distance qui va séparer deux points et le temps qu'on va mettre pour combler cette distance, et bien depuis Paris, les rapports distance-temps sont relativement courts. Par exemple, on peut faire Paris jusqu'à Lille en 1 heure, on peut faire Paris-Bordeaux en 2 heures, ou Paris-Marseille en 3 heures à peine par LGV. Et par les liaisons aériennes, en moyenne, les grandes métropoles de province sont reliées à Paris en 1h30 environ. Donc on le voit bien clairement, ces deux réseaux de transport permettent de réduire les distances-temps, qui nous sont d'ailleurs indiquées, on le voit par ces figurés de surface là. Donc permet de réduire les distances-temps, mais essentiellement au profit donc des grandes métropoles, Toulouse exceptée. Il va de soi que les plus petites villes ou les régions, les zones rurales françaises, elles, sont davantage éloignées de Paris en termes de temps, parce que plus mal connectées au réseau de lignes à grande vitesse et au réseau aérien.
On peut donc noter qu'aujourd'hui, il y a des Français qui vivent parfois à plusieurs centaines de kilomètres de leur lieu de travail. Par exemple, il y a des Français qui vivent à Bordeaux et qui tous les jours se rendent depuis Bordeaux vers Paris pour aller y travailler, en bénéficiant donc de la liaison aérienne et de la liaison à grande vitesse qui leur permettent de se rendre à Paris dans un temps très rapide. Il faut aujourd'hui deux fois moins de temps pour faire Paris-Bordeaux qu'en 1971. Alors le réseau autoroutier maintenant, alors concernant le réseau autoroutier et le réseau ferroviaire classique aussi, dont vous avez ici une représentation, c'est-à-dire les lignes de TER, les lignes de train corail, donc hors LGV, hors ligne à grande vitesse, eh bien on remarque que ces différents réseaux sont pour le coup mieux répartis, en tout cas répartis plus équitablement sur le territoire français. Ils sont polarisés, c'est vrai, en particulier les grandes autoroutes autour de Paris, mais les routes, encore une fois, les routes normales le sont beaucoup moins. Et donc on a un réseau plus équilibré. On va parler, pour qualifier ce réseau, non plus de réseau en étoile, mais de réseau maillé. C'est une notion dont vous avez ici une représentation relativement simplifiée. 87% des mobilités d'ailleurs empruntent plutôt ces réseaux. Ce sont des réseaux qui sont bien plus privilégiés, réseau autoroutier, réseau routier et réseau ferroviaire classique. Ce sont des réseaux qui sont bien plus utilisés par les Français que les réseaux que nous avons vus précédemment, à savoir aériens et lignes à grande vitesse. Vous avez d'ailleurs ici une diapositive que j'ai passée rapidement et que je vous laisse observer si vous le voulez pour pouvoir prendre plus facilement vos notes. Donc voilà, je le disais, des réseaux autoroutiers et des réseaux ferroviaires traditionnels plus utilisés par les Français que les autres, puisque 87% notamment des mobilités urbaines sont des mobilités qui passent par le réseau routier ou autoroutier. Quelques petits éléments à rajouter concernant les différents types de réseaux de transport français, c'est qu'il existe bien sûr d'autres infrastructures qui permettent au territoire français d'être connecté notamment avec l'extérieur, donc notamment de nombreux ports, alors qui se localisent surtout pour les principaux d'entre eux au nord du territoire français, au nord et à l'ouest. Ici il y a une petite coquille, donc d'abord l'aéroport de Dunkerque, où on trouve aussi d'ailleurs ici une zone industrielle, ou portuaire, la fameuse ZIP de Dunkerque, l'aéroport du Havre, l'aéroport de Saint-Nazaire. Et donc ce sont des aéroports qui sont ici situés le long d'une des routes maritimes les plus actives au monde, qui passe ici par la Manche et la mer du Nord, mais ce sont tout de même des aéroports de moindre dimension, ce sont des aéroports sans envergure mondiale, ce sont des ports sans envergure mondiale, c'est-à-dire des ports moins importants en termes de trafic de porte-conteneurs, de marchandises embarquées et débarquées, que par exemple peut l'être en Europe le port ici de Rotterdam, aux Pays-Bas. Il existe aussi des aménagements divers, des tunnels, ici le tunnel sous la Manche, ou ici des tunnels dans la chaîne des Alpes, le tunnel du Mont-Blanc, le tunnel du Fréjus et beaucoup d'autres, qui permettent là aussi de faciliter la connexion du réseau de transport français, qu'il soit routier ou ferroviaire, au réseau de transport européen. Et donc cette connexion entre le réseau de transport français et les réseaux de transport européens nécessite des aménagements qui sont parfois très coûteux, donc encore une fois comme ces différents tunnels. On peut aussi d'ailleurs parler de certains aménagements qui ont été construits pour, à l'intérieur du territoire français, rompre l'isolement de certains territoires. Je pense notamment en Aveyron au fameux viaduc de Millau qui a permis de faire en sorte que ce département puisse être traversé par une autoroute qui ensuite connecte mieux qu'auparavant ce département, notamment aux grandes métropoles du sud-ouest de la France et à Paris. Alors maintenant, on va voir que ce réseau de transport, qui on l'a vu est quand même, pour ce qui est des réseaux de transport aériens et de lignes à grande vitesse plutôt centrés sur Paris, ces réseaux de transport génèrent des inégalités à toutes les échelles et d'abord à l'échelle nationale. Donc là, je vais vous demander pour le coup de travailler si possible sur votre cahier ou sur une feuille, de prendre le temps, de travailler à partir de deux cartes que je vais vous montrer maintenant. La carte page 227 de votre manuel. Je vous rappelle que le manuel numérique Hatier étant pour l'instant mal numéroté, il faut faire plus 304 pour trouver la bonne page. Donc ici, vous allez atterrir sur la page 531. Et puis donc une carte vidéo projetée que je vais vous montrer maintenant. Et donc l'idée va être de vous poser à partir de ces deux documents, donc ici la carte vidéo projetée,
qui nous renseigne sur la couverture en 4G donc du réseau mobile français par l'opérateur Orange, qui est l'opérateur historique en France, en tout cas l'opérateur qui détient les plus grandes parts de marché sur le réseau mobile français. Hein, donc vous avez tout simplement en rose les zones qui sont bien couvertes en 4G, puis en blanc les zones dites blanches, moins bien couvertes par la 4G d'Orange. Et donc ici une autre carte, carte page 227, avec une carte qui vous montre comment sont répartis les principaux réseaux de transport en France, avec donc les ports, avec des hubs, des nœuds majeurs du réseau de transport français, donc ici des axes, et on a fusionné ici à la fois les LGV et les grandes autoroutes ou routes françaises. Et donc à partir de ces deux documents, il faudrait que vous vous posiez ces deux questions, en citant s'il vous plaît avec méthode les documents, donc en citant, vous le savez, les figurés ponctuels, figurés linéaires, figurés de surface. Quels sont les espaces les mieux desservis par les réseaux de transport, qu'ils soient matériels ou immatériels, comme ici donc la 4G, et quels sont les espaces les moins bien desservis, et l'idée serait aussi que vous trouviez des éléments d'explication à ces différences. Je vous laisse faire pause et donc faire ce travail. Quand vous l'aurez terminé, reprenez la lecture de la vidéo et il y aura donc la correction qui servira de cours. Alors en guise de correction, je vous propose de prendre de manière assez simplifiée donc ce tableau de synthèse qui indique ici en colonne de gauche quels sont les espaces bien desservis en termes de transport, en termes de réseau de transport, de lignes de transport en France, et les espaces plus mal connectés. Donc on constate sur les deux documents que le nord et l'est de la France sont très bien connectés à la fois au réseau de transport français et puis aussi au réseau de transport européens et internationaux, globalement. Pour des raisons qui sont liées notamment à des très fortes densités ici de population, et puis aussi parce qu'on a ici des métropoles qui sont puissantes, des métropoles qui sont riches et qui sont des territoires très bien connectés à ces différents réseaux de transport. En règle générale, toutes les grandes métropoles françaises sont bien connectées au réseau de transport national. Il y a aussi des axes qui se démarquent et qui sont essentiellement des axes fluviaux, donc notamment le long ici du Rhône, Paris, surtout ici donc Lyon-Marseille. Et on a ici l'axe Paris-Lille, on a aussi la vallée de la Loire ici, qui est plutôt bien connectée, bien desservie, globalement. Le long des grands fleuves français, le réseau de transport est plutôt développé parce qu'en fait il est assez facile, puisqu'on a là des longues lignes droites qui sont naturellement planes, il est facile de construire le long des fleuves, des LGV ou des autoroutes, sans être obligé de passer par des infrastructures très coûteuses comme des viaducs, des ponts, des tunnels, etc. Et enfin, donc, on remarque, j'ai dit tout à l'heure, que les espaces les mieux desservis donc, correspondent aux espaces les plus riches et les plus peuplés du territoire français, donc en l'occurrence surtout les grandes métropoles. Les territoires qui, eux, sont moins bien desservis sont essentiellement les territoires ici du centre de la France, de manière générale les territoires ruraux, les espaces de montagne, notamment Pyrénées, Massif central, et puis aussi les Alpes, à l'exception des quelques territoires traversés par ces autoroutes transcontinentale qui relie la France à l'Italie. Et puis bien sûr, on remarque ici, attention à ne pas faire l'impasse là-dessus, que les territoires d'outre-mer sont aussi globalement mal connectés au réseau de transport continental, ce qui peut se comprendre. Il y a ce qu'on appelle une rupture de la continuité territoriale entre les DROM et le territoire français. Il est obligatoire pour les Français qui vivent en Guadeloupe, à Mayotte, en Martinique, etc., pour pouvoir, par exemple, rejoindre n'importe quelle métropole ici de la France continentale, de prendre l'avion pour s'y rendre, ce qui forcément contribue à enclaver donc ces différents territoires d'outre-mer. Notion de vocabulaire à récupérer dans le manuel. On remarque que globalement d'ailleurs, y compris ici concernant la couverture 4G, les territoires les moins bien connectés au réseau de 4G français correspondent en fait aux territoires les moins peuplés, les plus ruraux, et on arrive bien à voir clairement se dessiner ici le Massif central, les campagnes ici de notamment la Champagne-Ardenne, les Alpes ici, les Pyrénées ici. Nous allons voir maintenant, pour finir ce grand 2, qu'il y a aussi des inégalités de desserte à l'échelle locale. Il y a ici une coquille, il faut bien sûr lire ici petit 2. D'accord ?
Alors je vais vous laisser aussi ici le temps de consulter ces deux documents, donc carte 1, page 212, plus l'image 1, page 214, l'idée étant de montrer qu'à l'échelle locale, donc ici à l'échelle de l'aire urbaine de Lyon, eh bien il y a aussi des inégalités dans la connexion au réseau de transport. Il y a des parties de l'aire urbaine de Lyon qui sont bien mieux connectées que d'autres au réseau de transport national et aussi au réseau de transport local. Ma question est lesquelles sont bien connectées, lesquelles sont moins bien connectées, et quelles sont les infrastructures de transport dont bénéficient les espaces les mieux connectés, notamment. Donc je vous laisse maintenant faire pause sur la vidéo et la reprendre quand vous aurez terminé ce travail. Donc ici vous avez une carte, la carte 1, page 212, et donc ici l'image 1, page 214. Donc ce qu'on constate de manière assez nette, c'est que d'abord les villes, les aires urbaines constituent des nœuds, des hubs, des nœuds de réseaux de transport, où se croisent les grands axes de transport nationaux. On a ici regardé de très nombreuses autoroutes françaises, la 6, la 89, la 42, qui sont connectées donc ici à la ville de Lyon. On remarque aussi ici un réseau ferré donc avec le TER, et puis il y a aussi du transport urbain, donc du transport à l'échelle locale, avec notamment lignes de métro, bus, tramway, qui sont indiqués notamment par ce figuré-ci. Bon. Maintenant, quand on regarde la carte un petit peu plus en détail, on remarque que les transports en commun, notamment, qui vont permettre ensuite aux habitants de l'aire urbaine de Lyon de se déplacer plus facilement et plus rapidement, sont essentiellement concentrés ici dans le centre-ville de Lyon, dans le centre historique, dans la ville de Lyon finalement, et donc dans le pôle urbain, sans la banlieue, donc vraiment la ville-centre de l'aire urbaine de Lyon. C'est là qu'on trouve par exemple les principales gares lyonnaises, avec les connexions donc aux voies ferrées. Les voies ferrées traversent ici ce centre-ville de Lyon. Les différentes autoroutes, on le voit bien, convergent vers le centre-ville de Lyon, et encore une fois, avec ce figuré en pointillé, on voit bien que c'est ici que se concentre le réseau, les principales lignes en tous les cas de réseaux de transport locaux, métro, bus et tramway. Et d'ailleurs, il y a plusieurs endroits dans la ville de Lyon où ces différents réseaux de transport convergent, ce qu'on appelle des plateformes multimodales. Par exemple, vous avez ici une figuration de la fameuse plateforme multimodale de la gare Jean Massé, donc on retrouve ici, avec le petit 4, donc la gare Jean Massé qui se trouve là. Eh bien, quand on se rend à la gare Jean Massé de Lyon, on peut passer très facilement en très peu de temps du TER, on le voit ici, à la voiture, on le voit là, au métro qui vous est indiqué ici avec cette bouche de métro, au tramway qui est indiqué ici, au bus. Vous avez ici aussi une station de vélo V qui est un peu le Vélib lyonnais, etc., etc. Voilà ce qu'est une plateforme multimodale, c'est-à-dire un espace conscrit et dans lequel on interconnecte, différents réseaux de transport pour permettre aux usagers de passer très rapidement de l'un à l'autre et donc de pouvoir se déplacer plus vite vers les endroits que les usagers où ils veulent aller. Excusez-moi. Donc ici, les mobilités sont, vous l'aurez compris, extrêmement faciles. Maintenant, au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre-ville, on voit bien que la densité en termes de réseau de transport et que la variété en termes de modes de transport diminue. La desserte en termes de transport s'affaiblit à mesure qu'on s'éloigne ici de la ville-centre. On vous l'indique ici avec ces figurés de surface. En banlieue, on a une densité, une diversité en termes de transport qui est moyenne, et dans la couronne périurbaine, en dehors de l'automobile, on a une densité, une diversité en termes de réseau et de mode de transport très faible. D'ailleurs, on peut même noter que certains espaces qui sont ici donc dans la couronne périurbaine, et qui sont des espaces certainement ruraux, pour certains, en tout cas presque ruraux, nouvellement urbanisés, et bien même à proximité ici des autoroutes et des LGV, on peut avoir des espaces qui vont être isolés à cause de ce qu'on va appeler l'effet tunnel, dont vous avez ici une représentation. Alors l'effet tunnel, par exemple, on le connaît très bien pour la ville d'Orange qu'on trouve dans le sud-est de la France. Ici, vous avez un schéma qui figure de manière extrêmement simplifiée la liaison à grande vitesse entre Valence et Avignon, donc là aussi au sud-est de la France, Valence qui se trouve au sud de Lyon, que vous avez là. Eh bien, Orange est une ville qui a pâti
de la construction de cette ligne à grande vitesse, parce qu'une fois que cette ligne à grande vitesse a été inaugurée, sachant qu'il n'y a pas de gare LGV entre Valence et Avignon, eh bien, la ville d'Orange a été déclassée par l'effet tunnel, notamment par le fait que, eh bien, il est relativement compliqué pour les habitants, notamment ici de la campagne, au nord d'Orange et au sud d'Orange, de pouvoir passer facilement ici de l'autre côté de la ligne à grande vitesse, quand les habitants de ces espaces-là veulent se rendre ici, dans cette zone-là, eh bien, ils doivent allonger leur distance pour aller trouver un pont ou un tunnel qui va passer sous la ligne à grande vitesse, et il n'y en a pas beaucoup, et donc pour pouvoir ensuite effectuer le trajet qu'ils avaient envie d'effectuer. Et donc les distances à parcourir pour les habitants de ces zones-là augmentent en temps notamment, et en kilométrage bien sûr, et donc c'est ce qu'on va appeler donc l'effet tunnel, c'est-à-dire le fait qu'une infrastructure de transport destinée à accélérer donc les mobilités humaines entre deux points va, pour ceux qui vivent le long de cette infrastructure de transport, parfois gêner et ralentir donc les mobilités, en tout cas certaines mobilités. C'est l'effet tunnel. On voit donc bien, on a bien vu dans cette leçon, j'espère que j'ai pu vous le montrer malgré quelques bafouilles, et je m'en excuse encore une fois, qu'il y a une adéquation entre les inégalités donc de desserte du territoire français en termes de réseau de transport, comme on l'avait vu avec cette carte. Donc il y a une adéquation entre cela et notamment les inégalités de peuplement et de richesse. Les espaces les mieux connectés au réseau de transport sont, encore une fois, les espaces les plus peuplés et les espaces les plus riches. Et les espaces les moins bien connectés sont les autres. Vous l'aurez compris, c'est-à-dire les espaces de faible densité, notamment ce qui correspond ici à ce qu'on appelle parfois en géographie assez imparfaitement la diagonale du vide, et dont on voit bien ici, là, si on la retranscrit ici mentalement, eh bien qu'elle correspond à des espaces, regardez, qui sont mal reliés entre eux. Si on veut faire par exemple une liaison de Metz à Toulouse, vous aurez remarqué que, en prenant des réseaux de transport rapides, cela est relativement long. Voilà, à bientôt pour la 3e vidéo que je vous engage à regarder et à travailler sans tarder.